On va poursuivre avec deuxième jingle. La journaliste Laure Jeanne Gauthier, que je vous demande d'accueillir. Laure, vous avez un invité. Alors Laure devrait être pas très loin. Elle est là. Voilà Laure, merci de me rejoindre. Vous avez un invité que je vous laisse présenter, questionner. Je pense que le micro est ouvert. Sinon, ça ne devrait tarder. Attendez, c'est en bas, je crois. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça y est. Bonjour à tous. Voilà. Alors effectivement, j'accueille tout de suite pour me rejoindre Gilles Moïse. Merci de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Alors Gilles, rapprochez un petit peu le fauteuil. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Laura Jeanne Gauthier, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour modérer ce premier panel. Alors avec Gilles Moïse qui est CEO et cofondateur de Récital, on va commencer par vous décevoir parce qu'on ne va ni danser, ni faire une battle et encore moins faire une battle en dansant. C'est beaucoup plus traditionnel, c'est une interview, oui j'entendais où dans la salle, soyez sympa quand même. Donc on va commencer par faire une petite interview finalement très traditionnelle et on va parler d'une géopolitique numérique européenne et on va un petit peu voir ensemble où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là. Gilles, première question très très simple, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Récital ? Bien sûr. Allô ? Est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Gilles ? Essayez. Vas-y, essaye. Allô ? Ouais, c'est bon. Ok. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Gilles Moïse, cofondateur de Récital et président. Alors Récital, qu'est-ce que c'est ? C'est un éditeur de logiciels d'intelligence artificielle spécialisé dans le traitement automatique du langage, que vous connaissez peut-être sous l'acronyme de NLP pour Natural Language Processing. Donc en gros, le NLP, c'est comment est-ce qu'on fait comprendre à des machines le texte humain, la manière dont on parle. Et en fait, il y a évidemment énormément de choses à faire là-dessus. Et donc on a créé Récital dans le but de pouvoir notamment automatiser un certain nombre des tâches qu'on a aujourd'hui et qui n'ont pas forcément énormément de valeur ajoutée. Aujourd'hui, typiquement, on va automatiser des centaines d'emails qui sont reçus dans des banques, dans des assurances, pour lesquels on demande des questions assez récurrentes, des actes de gestion assez standards, qu'on va pouvoir automatiser pour les gens. Le gros intérêt de ça, c'est que ça permet de rendre à l'humain ce qui appartient à l'humain et à la machine ce qui appartient à la machine. C'est-à-dire que ce qui relève de l'humain, la créativité, l'empathie, la synthèse, ça on le rend aux opérateurs quotidiennement parce que toutes les tâches sans valeur ajoutée, comme répondre une réponse standard, faire des clics dans un CRM, etc., sont automatisées. Donc on libère vraiment du temps humain. Voilà. Et donc moi me concernant, j'ai fait donc une thèse en intelligence artificielle à la Sorbonne sur justement la génération automatique de texte, suite à laquelle j'ai créé Récital. Alors première question, j'aime bien moi commencer par poser un petit peu le contexte pour tout le monde dans la salle. Pourquoi, encore aujourd'hui, la question de la souveraineté numérique reste centrale ? Qu'est-ce qui se joue finalement ? Alors en fait c'est assez simple, moi c'est une petite expérience de pensée que je fais et c'est celle d'ailleurs qui a été pour moi le déclencheur de la création de Récital. C'est je me suis dit si pour une raison ou pour une autre on entre en conflit avec les Américains et avec un Donald Trump à la Maison Blanche on se dit que tout est permis, finalement ils n'ont même pas besoin d'envoyer un soldat, ils ont qu'à couper Google Mail, couper Google Doc, couper Google Agenda, couper Google Contact, couper Facebook, couper Amazon, couper les DNS, couper Office 365, etc., etc. Et en fait, on est dans le noir. C'est-à-dire qu'on ne sait plus vivre. 100% dépendant des États-Unis à l'heure actuelle. Exactement. Donc, en fait, si on nous coupe tout ça, en fait, on ne vit plus, aussi bien au niveau personnel, hein, on a nos portables, on a nos agendas, on a nos téléphones, etc., qu'au niveau institutionnel ou qu'au niveau des entreprises. Donc, du coup, l'idée, c'est de dire, OK, il faut recréer ces services-là en Europe. Et donc, alors, voilà, l'ambition de Récital, c'est ça, c'est de dire, on va faire une boîte européenne qui est à l'état de l'art face à des Américains et à des Chinois qui ont des technologies dont tout le monde dépend aujourd'hui. Donc, il est là l'enjeu de souveraineté. Comment ça se fait qu'en 2019, il n'y ait toujours pas de géants ? On connaît les géants américains, on connaît les géants chinois. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas des Européens ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a merdé ? Non mais c'est vrai, effectivement, il faut faire, comme on dit, l'analyse forensique. Alors, d'une part, tout n'est pas perdu, hein, la course, elle continue. Ce que je pense déjà, c'est que les choses sont arrivées très vite.
Google, ça s'est créé en 20 ans, ça a été créé en 98, donc c'est quand même incroyable, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du capitalisme, une entreprise qui grossit aussi vite. Donc en fait, c'est arrivé très vite. Google, au début, c'était un peu un loisir de geek. La plupart d'entre vous ici, vous avez connu Alta Vista, et puis ensuite on est passé sur Google, et puis ça marchait bien, et puis sur Internet, on cherchait 2-3 trucs. Et petit à petit, ça a pris une place phénoménale, mais très rapidement en fait. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu un peu cet effet de vitesse. On s'est rendu compte aussi très récemment de l'importance que ça avait. Là aussi, on s'est réveillé en se disant « Ah merde, en fait, on l'utilise tout le temps, ce truc-là, dans toutes nos activités, pour notre business, pour nos institutions, etc. » Donc je pense qu'il y a eu un peu cet effet de vitesse. Et puis, il y a aussi le fait qu'effectivement, on a un marché qui est beaucoup moins unifié, aussi bien par rapport à la Chine que par rapport aux États-Unis, et qui fait qu'aujourd'hui, pour faire un géant comme ça, il est encore difficile de le faire en Europe parce qu'on parle des langues différentes, parce qu'on a des législations différentes, etc. Et donc effectivement, pour moi, la clé de cette souveraineté qu'on va chercher à retrouver par la construction de géants du numérique, elle passe aussi par une uniformisation du marché européen. Et comment concrètement, face à toutes les barrières, on peut essayer d'harmoniser, unifier le marché européen ? Alors, il y a des choses qui vont déjà dans ce sens-là. Quand on voit la GDPR, par exemple, qui est rentrée en vigueur en mai 2018, c'est déjà une forme d'unification, si ce n'est du marché, au moins de sa réglementation. Concernant les données qu'on a le droit de stocker, l'usage qu'on a le droit d'en faire, etc. Ça, c'est un premier pas. Tout récemment, la directive sur le copyright, qui est passée au Parlement la semaine dernière. De la même manière, donc c'est vrai que pour l'instant, on a une approche, très réglementaire, très juridique du problème. On a une approche financière qui commence à arriver, avec notamment des financements comme H2020. H2020, c'est hyper intéressant pour les gens. Là, on est dans une université. Vous connaissez certainement ces programmes-là. C'est comme 80 milliards d'euros proposés par l'Union européenne pour financer des projets de recherche. La seule difficulté d'H2020, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir le financement, il faut remplir 250 pages, avoir un chercheur slovène, une PME espagnole, un groupe finlandais et un groupe de recherche en France. Donc c'est encore assez compliqué. Mais aujourd'hui, justement, on travaille à cette simplification-là. Il a été annoncé justement qu'à partir de 2020, l'Europe mettrait 20 milliards d'euros annuellement sur la table pour financer les projets d'intelligence artificielle. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième volet qui est en train de se mettre en place, qui est celui, je dirais, du financier. On a fait le réglementaire, on attaque le financier. Et ensuite, effectivement, il y a des choses qui seront peut-être un peu plus de long terme, qui seront, je dirais, plus culturelles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à travailler ensemble. Mais ça, de toute façon, c'est indispensable pour la construction de l'Europe. Est-ce qu'on a trop de retard ou est-ce que si tout ça est mis en œuvre, on va finir par y arriver ? Alors, ça, évidemment, personne ne peut donner une réponse certaine à ça. Ce qui est sûr, c'est que, de toute façon, il faut y aller. Donc, en fait, il n'y a pas d'option où on n'y va pas. Donc, oui, on a du retard. Trop, je pense pas. Voilà, il faut y aller, il faut le faire. Est-ce qu'il y a une volonté politique de Bruxelles ou autre, en tout cas au niveau européen, d'y aller justement ? C'est assez difficile à dire. Moi, je perçois des mouvements assez contradictoires là-dessus. Dans la société civile, et hier soir, je me souviens, on en parlait avec certains d'entre nous, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire ça. Et effectivement, c'est pas quelque chose qu'on sent au niveau des instances. Par exemple, Emmanuel Macron, l'année dernière, une semaine avant Vivatech, a organisé un événement qui s'appelait AI for Good. Il n'y avait que des entreprises américaines. Extrêmement surprenant. De la même manière, on a des think tanks du digital en Europe qui sont composés sur 24 d'entre elles sont des entreprises américaines. Donc effectivement, il y a un peu des mouvements contradictoires là-dedans. Je pense malgré tout que la société civile est de plus en plus consciente de ça. Je suis absolument pas le seul à parler de souveraineté européenne. Il y a des gens comme Laurent Alexandre qui en parlent assez régulièrement. Ainsi que beaucoup d'autres personnes. Donc oui, je pense que la société civile en prend conscience. Il faut que ça arrive jusqu'à des décisions politiques. Alors de plus en plus d'experts évoquent l'idée d'instaurer une taxe GAFAM sur évidemment les revenus des plateformes numériques des géants américains. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors pour moi, il y a deux choses là-dessus. Il y a la première, effectivement, qui relève strictement de la fiscalité. On sait aujourd'hui que des structures comme Amazon, par exemple, vont mettre en place des mécanismes de refacturation entre l'Irlande et la France, qui font qu'en fait, les ventes effectuées en France... Des montages financiers, en fait, qui revendent à prix coûtant, en fait. Donc du coup, les ventes réalisées en France ne génèrent aucun bénéfice, donc ne sont pas imposables, donc aucune taxe n'est payée en France.
Donc ça, oui, effectivement, il faut réussir à trouver des moyens. Alors je ne suis pas fiscaliste, mais enfin voilà, j'imagine qu'il y a des experts qui... Enfin voilà, on peut tout à fait trouver des choses là-dessus. Il y a un deuxième point, et là c'est toujours sur la directive sur le copyright qui a été votée récemment, où effectivement l'Union européenne dit les plateformes qui hébergent du contenu vont devoir s'assurer que le contenu qu'elles diffusent n'enfreint pas des règles de protection de droits d'auteur. Ça, moi je pense que c'est quelque chose d'assez important. Très concrètement, ça veut dire quoi? Très concrètement, ça veut dire que si par exemple on récupère une vidéo d'un DVD qu'on a à la maison et qu'on la met sur YouTube. Alors aujourd'hui, il y a déjà des systèmes qui sont mis en place pour essayer d'empêcher ça, mais il y a encore énormément de vidéos illégalement accessibles sur ces plateformes. Et bien désormais, les plateformes devront payer le copyright à la personne qui en a le droit. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont assez intéressantes, notamment pour permettre à tous les créateurs de contenu en Europe pour l'instant, mais pourquoi pas dans le monde. On voit que quand on fait des choses comme ça, les autres s'en inspirent. La Californie a tout récemment fait voter des lois qui en fait ressemblent de près ou de loin à ce qu'on a fait avec la GDPR en Europe. Donc je veux dire, c'est aussi une source d'inspiration. On ne fait pas que se tirer des balles dans le pied quand on fait ça, on propose aussi des solutions dont on se rend compte que les autres finissent par les adopter. Donc là c'est la même chose, c'est effectivement sur le copyright, rendre au créateur de contenu une partie de sa valeur. J'imagine que les plateformes ne se laissent pas faire. Ça les arrange pas du tout? Non, c'est sûr. Je me souviens plus de quel est le nom de ce député européen allemand qui disait qu'en fait les GAFA avaient investi 100 millions d'euros en lobbying contre ce règlement, qui effectivement ne les arrange pas, mais qui je pense est une bonne chose. Mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. Non. Alors, on en parlait juste avant, mais en Europe, on n'a pas encore de loi, finalement, qui incite à acheter en partie européen, pour le dire vulgairement, en gros dans le cadre des marchés publics. C'est le cas, en revanche, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la Commission européenne devrait s'y mettre et l'envisager? Oui, je pense. C'est un peu du protectionnisme, finalement, en tout cas, ouais, dans une certaine mesure. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en Europe, on est plus royaliste que le roi sur le libre-échange. C'est une sorte de principe sacro-saint de l'Union européenne. Et finalement, nos concurrents principaux, eux, ne le respectent pas. Oui. Ouais, voilà, ne le respectent pas du tout autant. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on flèche de l'argent pour les entreprises européennes, pour les start-up européennes, pour des gouvernements également. C'est aussi ce qui va permettre de faire émerger Exactement. des vrais acteurs européens qui pèseront dans la balance. Exactement. C'est même la seule manière. Et ça, vous sentez que les mentalités, on se situe comment pour l'instant par rapport à ça? Comme je disais, j'ai l'impression que dans la société civile, oui, c'est assez clair. Au niveau des gouvernements, je ne sais pas. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je sens encore, mais à mon avis, ça va arriver bientôt parce que c'est quand même un sujet dont on parle de plus en plus. Maintenant, il y a peut-être un peu un effet de bulle. C'est-à-dire que moi-même, quand je suis très là-dedans, j'ai l'impression que tout le monde en parle. Je ne sais pas, vous me direz, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a une prise de conscience au niveau européen de l'importance de ces plateformes, de l'importance de ces solutions, qui font qu'on va le demander d'une manière ou d'une autre à nos gouvernants. Et en même temps, il y a toujours la question, vous venez d'en parler, des lobbies, notamment à Bruxelles, qui pèsent et qui sont au contact direct des décideurs politiques. Donc peut-être que ça bloque aussi, on ne sait pas, mais voilà. Benoît Thiolin, qui est l'ancien président du Conseil national du numérique, il a déposé un avis au CESE, au Conseil économique, social et environnemental en France, qui a été adopté donc le 13 mars dernier, il y a quelques semaines, et qui s'intitule « Pour une politique de souveraineté européenne du numérique ». Donc ça bouge un petit peu dans ce sens-là en ce moment. De plus en plus d'experts donc proposent la création, et Benoît en fait partie, Benoît Thiolin, propose la création d'un acteur européen de la société civile, en gros un data watch. Qu'est-ce que vous en dites? Et qu'est-ce que ça voudrait dire en fait concrètement un data watch? Voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui est important. En fait, comment est-ce qu'on fait pour avoir un data watch? Moi, je pense que c'est très intéressant. Ce serait quoi un data watch pour les gens? Alors pour moi, ce serait ce qu'on demande aux GAFA de faire sur leur propre contenu, mais réalisé par une instance indépendante. Et c'est extrêmement important parce que, en gros, là, ce qu'on a demandé avec la directive copyright aux plateformes, c'est, s'il vous plaît, regardez si vous avez du copyright chez vous, et si vous en avez, payez-le. Dites-le nous. Donc ça veut dire qu'il y a quand même effectivement un problème de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'en gros, on leur demande de mettre en place des systèmes extrêmement complexes pour s'auto-punir. Donc, on compte sur leur bonne volonté, exactement, leur transparence. Exactement. Mais malgré tout, c'est quand même, c'est peut-être beaucoup demandé. Donc effectivement, il faut une instance indépendante qui est capable de faire ça. Mais donc pour moi, ce data watch, voilà,
et neutre, un peu comme le CSA en France par exemple, voilà, qui va regarder les contenus, mais le truc c'est qu'eux peuvent le faire techniquement. Aujourd'hui, seuls Google et Facebook sont capables de mettre en place les systèmes qui permettent de vérifier ces problématiques de copyright. Donc ça veut dire que le Data Watch... système, finalement. Il faudrait rentrer qu'il y ait Alors, de la techno qui puisse surveiller. C'est ça. Soit effectivement on leur impose une transparence sur leurs algorithmes et sur les datas qu'ils exploitent, mais même ça, je dirais, on ne saurait pas les exploiter. Non, pour moi, ça veut dire que le Data Watch, c'est en fait ça doit être aussi un labo de recherche. Et en ce sens-là, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, ça nous donne accès à énormément de données pour faire de la recherche et pour pouvoir avoir un acteur qui peut mettre en place les lois qu'on vote. Mais il va peut-être se passer un peu de temps avant que les géants acceptent de partager leurs données. Pas forcément, parce qu'en Europe, on est à l'état de l'art. Hein. On est même assez souvent en avance. Hier, effectivement, le prix Turing a été remis. Donc, prix Turing qui est l'équivalent du prix Nobel, mais dans le monde de l'informatique, la récompense la plus prestigieuse du domaine. Le prix Turing a été remis à Yann Lequin, Yoshua Bengio et Geoff Hinton. Tous trois qui ne sont pas américains. Lequin est français, il a fait sa thèse à Jussieu également. Bengio est né à Paris et Hinton a fait ses études en Angleterre. Alors aujourd'hui, Hinton est à Toronto, Bengio à Montréal et Lequin est à la tête de la recherche Facebook. Mais donc ça veut bien dire que... La fuite des talents, tout Exactement. va bien. Mais alors ça c'est l'exemple typique ça. Ils ont tous franchi l'Atlantique. Il faut qu'on ait des structures, mais là encore, il faut un géant pour être suffisamment attractif pour garder ces gens-là ici. Voilà, c'est ça. Exactement. Il manque quand même les infrastructures, les structures, etc., qui donneront envie à ces talents de revenir, de rester. Mais je vois, c'est qu'en termes de connaissances, en termes de compétences, on peut tout à fait, pour revenir sur le Data Watch, avoir des gens qui mettent en place les systèmes qui permettent d'implémenter ces lois. Est-ce que les différents pays européens sont prêts à collaborer sur des centres de recherche, sur des centres qui faciliteraient ces démarches? Alors, il y a de plus en plus de réseaux comme ça qui se mettent en place. Il y en a un qui s'appelle Claire, par exemple, qui rassemble justement différents centres de recherche européens, des startups, etc. Oui, ça avance. C'est assez difficile de donner une réponse définitive à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux forces très contradictoires en Europe. Il y a à la fois des gens qu'on va appeler peut-être plus libéraux, modernistes, qui sont justement pour une Europe plus unifiée, plus intégrée, parmi lesquels souvent on retrouve ces chercheurs en IA qui justement sont très heureux de travailler ensemble et d'avancer, et à l'intérieur des mouvements beaucoup plus réfractaires, beaucoup plus conservateurs. On a les gilets jaunes en France, on a les Brexiteurs en Angleterre, etc., qui à l'inverse sont plutôt des forces de repli. La question effectivement, c'est comment est-ce que les gens qui veulent une Europe plus intégrée réussissent à intégrer ces gens-là avec eux en les emmenant dans leur promesse d'un monde meilleur, en fait, parce que c'est bien celle-ci. Donc cette question de la souveraineté numérique finalement est éminemment liée à la politique européenne tout court. Bien sûr. Et alors surtout, ce qui se passe, c'est que cette souveraineté numérique et la création de géants du numérique, c'est justement une opportunité d'emploi et de croissance économique qui est phénoménale, et qui donc du coup permettrait peut-être de récupérer les réfractaires dans le projet. Si on fait un peu de projection, qu'on s'imagine dans 10 ans, quelle pourrait être la place et le rôle justement de l'Europe en ce qui concerne la souveraineté des données? Dans le meilleur des cas, on fait une projection positive, tout se passe comme on veut, tout le monde prend son rôle à bras le corps, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, vous l'avez vu, je suis plutôt optimiste. Enfin, en tout cas, je mets beaucoup d'espoir là-dedans. Moi, ce que je pense, c'est que l'Europe pourrait devenir presque une sorte de havre. De la même manière qu'on a aujourd'hui des réfugiés climatiques, on pourra très bien dans 10 ans avoir des réfugiés numériques qui viendront en Europe parce qu'ici, on protège leur vie privée, on protège leurs données, on protège ce qu'ils font. C'est vrai que, aujourd'hui, il y a 3 grands modèles sur la donnée privée. Il y a le modèle américain, c'est le Far West, on achète, on vend, on compile, on fait des moyennes, on revend. Une société comme Axiom, par exemple, ce sont des gens qu'on appelle des data brokers, fait plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires là-dessus. Cambridge Analytica, on en parlera peut-être. Voilà, donc c'est de l'achat et de la vente de données, c'est libéral, c'est le Far West. La Chine, c'est 1984. Alors là, c'est George Orwell, c'est Big Brother. On enregistre tout, on évalue, on note. Vous avez probablement vu ces articles sur le Social Credit System. Donc effectivement, en fonction du fait qu'on paye ses factures à l'heure, qu'on arrive à l'heure au boulot, qu'on traverse dans les clous, on gagne ou on perd des points. La Chine observe de plus en plus ses concitoyens.
Exactement. Et donc il y a carrément un système de notation. Note, on parlait voilà. de Black Mirror, donc il y a un épisode qui décrit très exactement ça. Donc ça c'est 84, et je pense que l'Europe a vraiment une place de troisième homme à jouer là-dedans, en disant qu'il y a en fait une alternative à tout ça, c'est de dire que les données appartiennent à celui qui les produit. Donc quand je me déplace dans la rue, je produis de la donnée GPS, parce que je vais d'un point A à un point B, eh bien ce sont mes données. Je peux vouloir les donner à une association, pourquoi pas, si on reconnaît que ça a une valeur. Je peux vouloir les vendre, je peux vouloir les échanger contre un service, mais j'en suis le propriétaire. Alors, vous baignez dedans, si je puis dire, au jour le jour, mais est-ce que les citoyens, c'est une question qui revient évidemment très souvent, prennent la mesure de ce qui se joue, de ce qui se passe avec leurs données, en fait, finalement ? Typiquement, je pense que quelque chose comme la GDPR leur a fait prendre conscience, d'ailleurs on l'a tous vécu l'année dernière, après le 25 mai, sur tous les sites sur lesquels on allait régulièrement, on avait des nouvelles fenêtres sur lesquelles il fallait cliquer, je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. Alors, il y a des gens qui dira c'est pénible, etc. Bon, mais en même temps, là on parle de prise de conscience, c'en est une. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde s'est rendu compte que ce qu'ils utilisaient générait de la data, qu'ils accédaient à des données qui n'étaient pas gratuites, qui avaient été faites par un humain qui doit être rémunéré, etc. Donc oui, je pense que la prise de conscience, ça c'est une des externalités positives de la loi, c'est qu'elle permet une prise de conscience par les citoyens. Alors justement, le RGPD, règlement général dont vous parlez depuis tout à l'heure sur la protection des données, ça fait 1 an maintenant quasiment, en mai ça fera 1 an qu'il est rentré en vigueur. Est-ce qu'on a déjà un petit bilan au bout de quasi 1 an, ou qu'est-ce que ça a changé ? Alors, je sais pas. Non, en tout cas, c'est sûr que c'est trop tôt pour en tirer un bilan. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde l'a pris très au sérieux. Donc là, on parlait à l'instant des boîtes qui sont apparues sur les sites de news qu'on allait consulter régulièrement. Mais également, nous, on travaille beaucoup en B2B avec Recital. Dans toutes les boîtes dans lesquelles on est, on nous dit, OK, combien de temps j'ai le droit de stocker mes mails pour entraîner mes modèles ? Comment est-ce que je dois avertir mes utilisateurs ? Est-ce que je dois anonymiser mes données, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment de cas qui a fait jurisprudence. Pour l'instant, en fait, on reste encore dans une interprétation d'un texte. Et d'ailleurs, chacun, alors ce qu'on appelle les RSSI dans les entreprises, donc les responsables de la sécurité des systèmes d'information, interprètent le texte, vont voir des consultants, vont voir des avocats. Et disent à ton avis qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il y en a qui sont plutôt conservateurs, qui disent ok, on stocke rien, on anonymise tout, etc. Il y en a qui sont un peu plus laxistes, qui disent attendons de voir ce qui va tomber, etc. Donc pour l'instant il n'y a pas encore vraiment de jurisprudence là-dessus. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que tout le monde, en fait, s'est mis en ordre de bataille en se disant, de ce que je comprends de la loi, c'est comme ça que je dois faire. C'est un bon début, donc. Alors on parlait de Cambridge Analytica, du fameux scandale Facebook Cambridge Analytica qui a fait couler beaucoup d'encre. Petit rappel juste pour la salle au cas où. Donc Cambridge Analytica, c'est une société de publication stratégique qui analyse les données et qui a utilisé lors des présidentielles américaines en 2016 les données de 87 millions d'utilisateurs Facebook pour influencer les intentions de vote qui donc auraient favorisé le passage de Trump, l'élection de Trump. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se prémunir face à un autre scandale qui pourrait émerger du même ordre ? Alors, il y a effectivement un premier niveau de protection. Ouais, on va encore parler de GDPR, mais qu'est GDPR ? C'est-à-dire qu'en fait, dans un cadre GDPR, ça ne peut pas arriver. Mais encore faut-il pouvoir le prévenir plutôt que le guérir. Et puis d'autre part, être capable de le détecter. Et ça, le problème, c'est que personne ne peut détecter, personne ne peut savoir qu'à un moment, telle publicité a été présentée à tel utilisateur sur Facebook. Ça, personne ne le sait, à part Facebook. Donc si on veut vraiment s'assurer que ça n'arrive plus, il faut demander à Facebook d'ouvrir ses données. Et de dire, OK, vous devez nous donner vos logs de ce que vous avez présenté à qui, à quel moment. Et si effectivement, on a accès à cette donnée, il faudra encore des algos assez costauds derrière pour être capable de détecter ça. Mais ensuite, on pourrait dire, attention, en fait, on se rend compte que vous avez un message qui est biaisé dans un sens ou dans un autre, à destination de telle ou telle population. Mais donc c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, alors Facebook fait quand même pas mal son mea culpa là-dessus. Ils sont très critiquables sur d'autres aspects. Ils n'ont pas tellement le choix finalement. Oui et non, c'est assez compliqué en fait. C'est vrai que de toute façon, le problème c'est que c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez regardé les auditions de Zuckerberg au Sénat américain. C'est assez intéressant. Alors il était, je crois, assez authentiquement contrit. Il disait pardon, mea culpa, je m'en veux beaucoup. Maintenant, c'est fait. Trump est au pouvoir. Et d'autre part, finalement, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? C'est-à-dire qu'en fait, parce que si on interdit Facebook, c'est la révolution dans la rue demain. Il y a 2 milliards d'utilisateurs quotidiens.
Donc le monde n'est pas du tout prêt à abandonner Facebook. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait... le sujet, mais c'est qu'en fait les utilisateurs placent leur confiance auprès d'une plateforme et puis on apprend que... Tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est une plateforme qui a un tel pouvoir que de toute façon, c'est que par une forme de négociation qu'on réussira à obtenir ce dont on a besoin, notamment pour faire respecter ce type de loi. Comme souvent. Dernière question, on parle beaucoup en ce moment de la mise en place d'une autorité indépendante qui pourrait être saisie de plaintes individuelles et collectives et portée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pourquoi pas, faut voir ensuite quel type de plainte. À quoi ça servirait finalement ? C'est ça. À protéger Il y a déjà des choses comme ça qui existent. Aujourd'hui, par exemple, le droit à l'oubli vous permet d'écrire à Google et de dire ok, ce lien-là, par exemple, ce sont les gens qui ont fait des bêtises quand ils étaient jeunes et qui 20 ans plus tard, quand on tape leur nom, il y a encore leur condamnation ou un petit entrefilet du Parisien qui dit machin va passer 5 ans derrière les barreaux. Bon, c'est évident que cette personne-là, ça lui pose des problèmes pour retrouver un job, etc. Donc cette personne-là peut déjà appeler Google et lui dire s'il te plaît, enlève ce résultat, parce que moi ça m'empêche de vivre. Est-ce que ça marche ? C'est le droit à l'oubli. Ouais, ça marche. Il y a depuis 2 ou 3 ans, il y a plus de 3,5 millions de liens qui ont été déréférencés. Donc je veux dire, c'est que ça fonctionne assez bien. Donc ensuite, est-ce qu'il peut y avoir des choses plus graves qui relèvent peut-être plus de la diffamation, qui seraient portées à la Cour européenne de justice ? Pourquoi pas ? Il faut voir ensuite au cas par cas. Mais je veux dire, c'est qu'il y a déjà quand même des mécanismes de feedback de l'utilisateur sur ces plateformes. Juste un petit mot pour la fin. Si je comprends bien, l'Europe a quand même un rôle central à jouer sur la législation et sur une demi-mesure entre donc les États-Unis très libérales et au contraire le protectionnisme chinois. Oui, complètement. Moi, je crois que l'Europe est vraiment la troisième voie sur des sujets qui sont centraux. Enfin, c'est ce qu'on disait au début. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. On s'en sert tout le temps. Eric parlait également même des mécanismes d'addiction. On sait qu'il y a de la sécrétion de dopamine quand on clique sur le petit point rouge de Facebook, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Est-ce que c'est des likes ? Est-ce que c'est des posts ? Est-ce que c'est des réponses ? Donc je veux dire, c'est central aujourd'hui. Donc oui, il faut un modèle européen qui soit compatible avec nos valeurs, avec nos manières de vivre. Et donc oui, l'Europe a un rôle à jouer et doit jouer ce rôle. Dans 10 ans pour faire le bilan. Merci beaucoup Gilles Moïse, vous pouvez l'applaudir bien fort. Merci beaucoup, merci à tous les deux. J'ai quand même une question pour vous. Merci Laura Jane. Gilles, je vous ai gardé le micro une demi-seconde. J'ai quand même une question de béotienne pour vous. Sur la plupart des sites que nous utilisons, nous avons utilisé ces derniers mois et encore aujourd'hui, dès que vous arrivez sur la page d'accueil, on vous dit attention, nous utilisons des cookies ou bien nous gardons un certain nombre de données. Oui, j'ai compris ou oui, j'accepte ou non, je ne suis pas d'accord. Sauf que si vous dites non, je ne suis pas d'accord, vous ne pouvez pas consulter le site. Donc, est-ce que c'est un vrai choix ? Alors ça dépend quand même. Souvent, en fait, quand on clique sur le bouton, on peut rentrer dans les détails et dire j'accepte tel cookie, je refuse tel autre cookie, etc. D'accord. Et là, on a quand même accès au contenu. Mais c'est vrai que c'est pas idéal. On n'a pas encore craqué le problème, ça c'est clair. Juste sur l'addiction des gens aux plateformes et sur le fait qu'on est prêt à sacrifier ça pour parler à nos amis, pour faire ci. Ouais, alors tout à fait, il y a ça aussi. Non, mais c'est sûr que, je pense qu'on n'a pas encore la solution ultime à ça. Je pense qu'en revanche, c'est un premier pas qui est super important dans une direction qui je pense est la bonne. Alors, vous parliez de prise de conscience. Oui, il y a une prise de conscience sur le fait qu'on laisse beaucoup de nous-mêmes sur les plateformes et sur les sites, etc. Mais est-ce que le grand public a vraiment conscience de la masse de données, et on va en parler tout à l'heure dans notre deuxième battle, de la masse de données sur soi-même que l'on peut volontairement, comme ça, donner à des gens qui vont les utiliser commercialement ensuite? Non, moi je pense que la manière dont ça fonctionne n'est pas encore claire. Alors il y a de plus en plus de communication là-dessus. Il y a notamment ce slogan qu'on entend régulièrement, c'est si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. Bon, donc effectivement, ça c'est des débuts de prise de conscience. Maintenant, est-ce que tout le monde s'en rend compte? Est-ce qu'ils savent précisément qu'effectivement, en fait, par défaut, quand ils vont d'un point A à un point B, Google suit tous les points et qu'en fait, moi c'est mon père, voilà, qui est donc un peu plus âgé que moi, qui m'a dit c'est dingue, je me suis rendu compte qu'en fait, depuis 10 ans, tous mes trajets avaient été enregistrés. Alors comme il se balade en camping-car, alors jusqu'en Hongrie, jusqu'en machin, etc. Et c'est vrai que ça lui a fait très peur. Mais donc effectivement, je pense qu'il y a un gros travail de vulgarisation et d'explication pour dire attention, il y a vraiment toutes les données qui sont tracées. Oui, un enjeu en plus de prédiction. On va pouvoir dire, vous allez être les assureurs le savent très bien, ils commencent à voir. Peut-être juste pour finir un petit mot pour expliquer les risques de ça.
Donc effectivement, sur les assureurs qui vont faire payer des primes plus ou moins importantes en fonction du risque de maladie, des habitudes, etc. Mais même au niveau individuel, une personne qui dit tiens, mais qu'est-ce que tu faisais à cet endroit-là à 15h40 ? Bon, ça peut être un peu gênant. Donc, et voilà, c'est que oui, il y a des vrais problèmes de vie individuelle. Et c'est vrai qu'il y a un excellent reportage qu'il faut regarder qui s'appelle Nothing to Hide. Et les gens disent, vous savez, moi, j'ai rien à cacher. Voilà. En fait, on a tous quelque chose à cacher qui s'appelle en fait sa vie privée et son intimité. Voilà. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Laura, merci Laura Jane et merci Gilles. Je vous laisse rejoindre votre place.